Aujourd'hui, on va se détendre un peu entre deux épisodes de la série consacrée à la dépression entrepreneuriale et on va parler de la polémique qui touche Héloïse Letissier, plus connue sous le nom de Christine and the Queen, concernant des accusations de plagiat. Avouons que ce petit scandale estival a le mérite d'être un peu plus léger que l'affaire Benalla Macron et d'être moins inquiétant pour l'avenir de l'humanité. Et surtout, les accusations de plagiat à l'encontre d'Héloïse vont me permettre d'aborder un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui de la créativité en général et de la créativité à l'ère informationnelle en particulier. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette affaire, ce que je peux comprendre parce que moi-même j'ai dû entendre 3 morceaux de Christine and the Queen dans toute ma vie, donc pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette affaire, des gens ont remarqué dans le nouveau single de Héloïse, qui s'appelle Dame dis-moi en français et Girlfriend dans sa version anglaise, oui parce que Héloïse a décidé de faire la quasi-totalité de ses titres en version française et en version anglaise, ce qui permet je suppose d'avoir 2 fois plus de chansons sur le même album en faisant 2 fois moins d'efforts. Les boucles libres de droit viennent d'une DAW, alors DAW ça veut dire Digital Audio Workstation, et pour faire très court, ce sont les studios virtuels que vous pouvez installer sur vos ordinateurs. Il y en a plusieurs, il y a Bitwig Studio qui est celui que j'utilise, il y a Ableton Live qui est celui que j'utilisais avant, et puis il y a Pro Tools, il y a Fruity Loops qui est très connu, etc. Voilà. Et en général, quand vous installez une DAW, il y a des démos à l'intérieur, ce qui permet de montrer tout ce qu'on peut faire avec le logiciel, et parfois c'est juste des petits échantillons sonores. C'est une manière un peu cheap de dire aux gens, voilà, quand tu achètes ton studio virtuel, t'as déjà des trucs prêts à l'emploi, même si tu n'as pas un clavier pour composer, un clavier maître, même si tu n'as pas d'instrument que tu peux brancher dans ta carte son, etc., tu vas pouvoir t'entraîner à bidouiller, à faire des petites constructions de Lego pour faire des mini-morceaux. Et dans le cas qui nous intéresse, les boucles sont fournies avec le logiciel Prologic, et elles sont libres de droit, ce qui pose déjà une première question. Comment des gens peuvent parler de plagiat à propos d'œuvres qui sont libres de droit? C'est un peu comme si quelqu'un vous contactait, vous avez un ami qui vous appelle et qui vous dit « Ouais, je suis trop fier de moi mec, je suis trop un hacker de la mort, j'ai piraté Linux. » Alors, ok, t'as piraté Linux, c'est-à-dire que tu t'es introduit dans une administration ou dans l'ordinateur d'un particulier qui utilisait Linux, c'est ça, t'as craqué son code d'accès, t'as passé son pare-feu. Ah non, j'ai installé Linux gratuitement sur mon ordinateur et tout, sans rien payer, quoi, je suis trop un ouf. Alors, non, tu ne peux pas pirater Linux dans ce sens-là, parce que Linux est conçu pour que tu puisses l'installer gratuitement sur ton ordinateur, c'est le principe du logiciel libre. Donc on a déjà l'indice que certaines personnes parlent de choses qu'elles ne maîtrisent pas, bon, c'est habituel dans le monde qui est le nôtre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça me fait penser déjà au sampling dans le mouvement hip-hop. Donc le sampling que je vais appeler en français échantillonnage, parce que c'est le terme français pour désigner cette pratique, l'échantillonnage a été consubstantiel de la naissance du mouvement hip-hop. Il y a le fait que les musiciens qui sont mis à faire du rap n'avaient pas nécessairement les moyens d'aller au conservatoire, ils n'avaient pas forcément le capital culturel qui leur donnait envie d'aller au conservatoire, ils n'avaient pas forcément la possession d'instruments de musique, ils ne savaient pas forcément jouer, c'était pas des instrumentistes, et donc on a eu cette pratique consistant à créer des bandes musicales à partir du travail d'autrui, et aussi en s'appuyant sur des boîtes à rythme, et en tapant soi-même sur ces petites boîtes à rythme. Il y a eu pas mal de problèmes là-dessus, parce que évidemment, qui dit échantillonnage d'un morceau préexistant, dit droit d'auteur. Et l'exemple le plus extrême que je vais vous donner, c'est l'exemple d'un groupe de rap français qui s'appelle Chien de Paille, dont le 2e album a été retiré des bacs et mis au pilon quelque chose comme 2 semaines après sa sortie. Pourquoi ? Parce que sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle Prison, avec un refrain anglais où une femme chante « Prisons » et c'est sur un sample d'un morceau de soul, je crois. Je connais pas l'artiste, peu importe. Et en fait, les mecs ont utilisé ça sans avoir l'autorisation de l'ayant droit. Résultat, au lieu de simplement réclamer des royalties sur le morceau, ça peut être un arrangement comme un autre, les ayants droit ont demandé le retrait pur et simple de l'album qui a été mis au pilon. C'est un petit peu hardcore, si tu veux, mon avis. Et c'est d'autant plus dommage que l'album a été réédité avec une nouvelle version de ce morceau Prison, nouveau morceau avec un nouvel instrumental, et il est vachement moins bien que la première version. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Après, la question de l'échantillonnage pose évidemment la question du respect de la propriété intellectuelle. Parce qu'évidemment, selon ta manière de sampler, dans notre approche classique où les gens composent des mélodies et sont propriétaires des mélodies composées, reprendre
8 mesures d'un morceau, peu importe, un morceau de soul, un morceau de jazz, etc., et s'en servir comme boucle mélodique sur laquelle tu vas rapper, on peut dire que, certes, même si tu rajoutes des boîtes à rythme, même si tu rajoutes ton texte et ton interprétation de rappeur dessus, bah t'as quand même pris une mélodie déjà existante, et tu n'y as rien rajouté. Alors je ne prétends pas résoudre ce débat dans le cœur de cette vidéo, mais je voulais juste mentionner cette pratique, et vous donner quelques exemples pour dire qu'il y a des degrés dans le degré de créativité qu'on peut avoir à partir de l'échantillonnage. Le degré 0, c'est prendre un bout et l'utiliser comme tel. Je pense à 2 morceaux, notamment un morceau de Lunatic, de l'album Mauvais Oeil, qui est un des meilleurs albums de l'histoire du rap français, il faut bien le dire. Le morceau Avertisseur, sur lequel il y a un sample de la bande originale de l'animé Hokuto no Ken. Dans le cas du morceau Avertisseur, si vous êtes un amateur de Hokuto no Ken, si vous avez regardé un épisode récemment, ou si vous avez vraiment beaucoup regardé la série dans les années qui sont écoulées, vous entendez le morceau Lunatic, vous reconnaissez immédiatement d'où vient le sample. Moi, ça a été le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, je me suis fait l'intégrale de Hokuto no Ken, qui à l'époque était disponible en japonais, sous-titré anglais ou sous-titré espagnol, selon les épisodes, qui étaient disponibles sur YouTube. Je me suis fait l'intégrale des 112 épisodes plus la saison 2, et à un moment j'entends un son, et je me dis mais j'ai déjà entendu ça quelque part, ça me dit quelque chose, et j'ai cherché, vous savez, pendant plusieurs minutes, ce truc très énervant où on veut découvrir de quoi il s'agit, et j'ai fait Seigneur Dieu, mais ça vient du morceau Avertisseur, enfin ça vient. Les mecs de Lunatic ont samplé ça. Et le truc qui est, je trouve, le plus intéressant, c'est, désolé, je prends encore des exemples de l'époque, de la grande époque 45 scientifique, c'est sur le premier album de Booba, le premier album solo qui s'appelle Temps Mort, ce fameux interlude, qui a une boucle de violon très particulière et qui vient de la musique d'un film. Et vous verrez, c'est très intéressant parce qu'ils ont pris un morceau très court de la boucle de violon. Une fois que tu l'as reconnu, quand tu essayes de caler dans ta tête la mélodie originale avec la mélodie telle qu'elle est dans le morceau de Booba, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pas une histoire de vitesse. C'est par rapport à la manière dont le morceau a été coupé et remonté. Et c'est ce que je pourrais rétorquer à tous les gens qui critiquent l'échantillonnage, c'est sample quelque chose et essaie de construire un morceau à partir du sample. On va voir ce que tu arrives à faire. Et aujourd'hui, c'est plus facile avec la musique par ordinateur, mais à l'époque où c'était avec des séquenceurs analogiques, c'était une autre paire de manches. Ça demandait quand même un peu plus de travail que d'être là avec ta souris. Ça demandait une vraie compétence. D'ailleurs, en parlant de séquenceurs, on pourrait faire la même remarque sur la musique électronique. Il y a beaucoup de gens, y compris des musiciens, je pense à Henry Rollins, l'ancien chanteur de Black Flag, qui critique la musique électronique en considérant qu'il n'y a pas de travail derrière, qu'il n'y a pas de travail de création, que les DJ ne font que utiliser de la musique préexistante, etc. C'est bien mal connaître le métier de DJing, c'est bien mal connaître la musique électronique. Je ne vais pas digresser là-dessus parce que c'est à peu près comme l'histoire du sample. Il y a un choc de culture. Il y a des gens qui sont attachés à l'idée que un musicien qui joue de la guitare ou du violon a quelque chose de plus noble que quelqu'un qui joue de l'ordinateur. Mais en fait, quand on creuse, il y a des vrais savoir-faire à avoir pour utiliser la musique assistée par ordinateur. Bon, sauf si tu fais des instrus comme celle de Jul.
Mais tout ça, ce sont des exemples de décalage entre la vision qu'ont certaines personnes de ce qu'est la musique ou ce que n'est pas la musique, ce qu'est la musique noble ou la musique profane, et les pratiques qui émergent et qui sont en général liées à des évolutions technologiques, de même que le logiciel libre est une culture qui est liée à des évolutions technologiques. Maintenant que j'ai abordé la question du décalage qu'il peut y avoir entre la mentalité de certaines personnes et les évolutions culturelles qui viennent de nouvelles technologies en général, je voudrais m'attaquer de front à la question de la créativité. Il est extrêmement tentant de reprocher à Héloïse Le Tissier d'avoir un putain de baobab dans la main quand il s'agit de faire de la musique, parce que là, il y a cette histoire de sample libre de droit, mais on peut remonter un peu plus en amont, et par exemple s'intéresser à sa reprise assez lamentable du morceau Photosouvenir de William Scheller. Et si je me permets de dire qu'il est lamentable, c'est pas parce que j'ai une dent contre les reprises, je tiens à vous dire que la reprise c'est un exercice qui me passionne, et je suis le genre de mec qui se retrouve à 3h du matin sur YouTube en train de chercher si quelqu'un, quelque part, n'a pas monté un chœur pour faire des reprises a cappella de typo négative. My name is Peter Steele. Mauvaise nouvelle, ça n'a jamais été fait, mais j'espère qu'un jour, ça arrivera. Donc j'adore l'exercice de la reprise, et j'en ai fait moi-même, et si ça vous intéresse, je vais faire un peu de publicité pour Empty Shell Axiom, vous pouvez aller voir la chaîne Empty Shell Axiom, et vous trouverez dessus une reprise de The Cure, une reprise du générique de Stranger Things, et 2 reprises de la bande originale de Doom, le premier, le Doom de 93. Vous verrez qu'on peut faire des reprises qui n'ont pas grand-chose à voir avec les originaux, pour des tas de raisons. Bref, j'ai un plus grand respect, j'ai un très haut respect pour l'exercice de la reprise, qui me passionne et qui donne parfois des pépites, et ça me donne envie de vous faire une sélection de reprises, un sous-track stratégie spécial reprise. Toujours est-il que, connaissant le matériau original de William Scheller, qui est extrêmement riche, même si on peut faire plein de reproches à la musique de William Scheller, on peut dire que c'est pompier, pompeux, les morceaux sont inégaux, il a fait 238 morceaux je crois dans sa vie, il y a des intégrales qui viennent de sortir, et voilà, on est à plus de 230 morceaux pour William Scheller. Reste que le morceau Photosouvenir, il y a cette mélodie qui a été reprise par Héloïse Le Tissier, mais il y a une rupture orchestrale au niveau du morceau, il y a un travail sur les arrangements, bref, c'est William Scheller qui se lâche déjà et qui essaie de mettre tout son parcours de musicien savant, de musique savante, de musique classique. Et je rappelle qu'il faisait de la musique sérielle avant de se mettre à la variété quand même. Qui essaie de mettre ça dans sa musique, etc. Et en fait, la version de Christine and the Queen est d'une pauvreté et d'une platitude lamentable. Alors, peut-être que c'est quelque chose d'assumé dans la démarche de Christine and the Queen, peut-être qu'elle essaye de faire l'équivalent musical de l'art pauvre, ok, et qu'en fait, elle se sent une filiation avec la scène Vaporwave. So let's try it. Let's make some vaporwave, shall we? I have here an album by Diana Ross, Swept Away, written in 1984. I'm going to take the 4th track, It's Your Move. I have it here in Ableton. Alright, all we have to do to make vaporwave, just slow it down. Hey, look at that, we just recreated the Vaporwave National Anthem. Mais si on s'intéresse à la scène Vaporwave, on est forcé de constater que dans le Vaporwave, il y a tout un tas de travail de transformation du matériau original. Il n'y a pas juste des samples qui s'accumulent. Et pour revenir à la chanson Dame dis-moi, elle a pris les samples tels quels, elle les a même pas fait rejouer par des instruments. Par exemple, tu peux faire des choses très variées. Cette espèce de petit gimmick de guitare qui arrive au refrain là. Tu peux le faire jouer de plein de manières, tu peux le faire jouer par un saxophone par exemple, tu peux le faire jouer par une basse qui slappe le morceau. Alors elle était peut-être tout à fait satisfaite de cette ligne de guitare funky, mais la ligne mélodique qui ouvre le morceau avec ce son de synthé un peu informe, ça n'a pas beaucoup de caractère, c'est très fadasse. Alors, ça m'amène à un autre problème. La musique de Christine and the Queen est fondamentalement radiophonique. Et vous le savez si vous vous intéressez à la musique, la richesse musicale des morceaux qui sont classés dans le top 50 depuis les 30 dernières années n'a fait que baisser. Et quand je dis ça, c'est pas, vous savez, le truc
des anciennes générations qui n'aiment pas les nouveaux styles de musique. Je dis que ça a été mesuré factuellement, et je vais vous mettre tout un tas de sources dans la description, des sources que j'ai piquées d'ailleurs à Chronomusic, puisque Chronomusic a fait une petite vidéo de 4 minutes sur cet appauvrissement de la pop musique. Il y a un appauvrissement instrumental, et il y a même une corrélation, et je n'ai pas dit une causalité, j'ai dit juste une corrélation inverse entre la richesse je vais me mettre dans votre sens, la richesse instrumentale qui baisse dans un style, et les ventes de CD qui augmentent. Et la musique de Christine and the Queen est juste le représentant de ça. Donc bien sûr qu'elle a été fainéante au possible de superposer des samples qui existaient déjà, et de se contenter de rajouter quelques boîtes à rythme. Après, on peut reconnaître qu'elle a écrit des paroles, que pour son clip, elle a fait une chorégraphie. Même si elle est feignante, ça reste du travail. Vous savez, c'est ce que je disais sur les films Marvel, même si c'est un peu abyssal en matière de fond, et que c'est des films qui vont très mal vieillir, des films qui seront obsolètes, qui seront kitsch, etc., notamment à cause des images générées par ordinateur, il y a quand même de la créativité, du travail par endroits. Le mec qui coud, ou qui fabrique les costumes de certains super-héros, ou de certains personnages, bah c'est de la créativité, d'accord? Mais c'est une goutte de créativité noyée dans un océan de superficialité. Eh bien, c'est un peu pareil pour la musique de Christine and the Queen. Il y a, voilà, elle écrit des paroles, elle essaye quelque chose, comme on peut admettre que Jul travaille aussi sur ses morceaux. Il essaye de faire quelque chose avec le capital culturel qui est le sien, mais cet appauvrissement global de la pop musique, Christine and the Queen n'en est qu'une manifestation parmi d'autres. Et maintenant, je voudrais aller au-delà de l'appauvrissement instrumental et lexical, parce que ça aussi, ça a été mesuré, au-delà de l'appauvrissement qu'il y a dans la pop musique, en tout cas dans ce qui caracole en tête des charts dans les radios, et je voudrais me concentrer sur les particularités de l'ère informationnelle. On l'a vu, on ne peut décemment pas accuser Héloïse Le Tissier d'être coupable de plagiat, ça n'a aucun sens. On peut l'accuser de médiocrité, mais si il faut faire des procès à tous les artistes médiocres, il va falloir construire un paquet de prisons et de tribunaux. Donc c'est pas le propos. Par contre, ce qui est intéressant, en particulier dans la musique grand public, la musique radio compatible, c'est que c'est un format très court. L'alternance couplet-refrain ou couplet-pont-refrain est un de ces codes, et évidemment, plus vous avez des chansons répétitives, parce que la musique actuelle, ce qu'on appelle les musiques actuelles, en gros, tout ce qui n'est pas de la musique savante, que ce soit la musique classique, baroque ou la musique contemporaine savante, la musique dite actuelle est basée sur la répétition et la simplicité. Alors bien sûr, c'est une tendance que je dis, et vous pourrez, dans les commentaires, me dire que Meshuggah fait une musique extrêmement compliquée. Il n'y a pas de souci, et j'ai le plus haut respect pour la musique de Meshuggah. Là où je veux revenir en insistant sur l'aspect répétitif des musiques dites actuelles, c'est sur le risque de ressemblance entre des œuvres différentes. Petit rappel de théorie musicale très très simple, en Occident, on utilise principalement ce qu'on appelle la gamme tempérée, ce qui veut dire qu'entre ce mi-là et ce mi-là, il y a 11 demi-tons. Donc, sur un piano, vous avez 88 demi-tons. Ce qui veut dire, pour faire très simple, 88 notes. Donc ça fait un paquet de combinaisons. C'est vrai. Mais sur Spotify, il y a 30 millions de titres. Vous voyez où je veux en venir? Sachant que Spotify ne présente pas la musique de manière exhaustive. Et puis sachant qu'aussi, dans ce que propose Spotify, il y a peut-être des œuvres de musique classique, ou des œuvres de musique savante, et quand on prend un morceau comme l'excellentissime Tabula Rasa de Arvo Pärt, qui est un chef-d'œuvre selon moi, le morceau fait 29 minutes. Donc il est évident qu'en 29 minutes, tu vas faire tellement de choses différentes, que même si un artiste qui sort une chanson pop de 3 minutes a déjà utilisé des lignes mélodiques que toi tu utilises, elles vont se diluer dans l'ensemble de l'œuvre, et on va pas se dire que Arvo Pärt a plagié tel ou tel morceau de Green Day. Le problème déjà, c'est qu'on peut présumer de l'inverse, c'est-à-dire que quand tu fais des morceaux de 3 minutes, tu as plus de chances d'utiliser des lignes mélodiques qui ont déjà été utilisées dans des morceaux de musique classique par exemple, ou dans des morceaux longs. Et d'ailleurs, même au sein de la musique savante, il y a cette espèce de plagiat / influence / mimétisme. C'est ce que rappelle Akhenaton quand on lui parle justement de la culture de l'échantillonnage, et il rappelle que quand John Williams fait la musique je crois que c'est la marche impériale, la musique de Dark Vador, en gros, eh bien c'est un clin d'œil très appuyé à la marche funèbre de Chopin.
la limite entre mimétisme et plagiat est parfois floue, et on atteint quand même des sommets de manque de créativité avec ce qu'on appelle le millennial whoop. Je vous invite vraiment à vous intéresser à la question. Vous allez pleurer des larmes de sang avec vos oreilles. Une immense majorité de ce qui tourne en radio utilise une alternance entre la cinquième et la tierce majeure de l'accord fondamental. Si on voulait faire des procès pour plagiat à tous les gens qui utilisent des mêmes intervalles, ben en fait, le top 50 serait vide parce qu'on aurait mis tout le monde en prison. Héloïse Le Tissier a eu le bon goût de ne pas utiliser le millennial whoop dans le single Dame dis-moi, mais elle utilise une autre figure musicale qui est extrêmement utilisée dans le rock, le blues et le métal. Qu'est-ce qu'on a dans ce morceau? On a un La dièse, un Do, un Ré dièse, donc un écart d'un ton, et avec la petite sucrerie qui consiste à aller à la carte par rapport au La de départ. Notez bien ce que vont faire mes doigts. On a le même pattern, sauf que la note la plus aiguë est jouée aussi dans les graves. Pour autant, faut-il considérer que Héloïse Le Tissier a plagié 1 ou 2 ou 10 ou 250 artistes ayant utilisé le même genre de ligne mélodique avant elle? Bon, je pense que ça serait pas très constructif parce que sinon, comme je l'ai dit, on va mettre beaucoup de gens en prison. Alors loin de moi l'idée de défendre les artistes cyniques qui, profitant de leur notoriété, iraient piller les créations de petits artistes qui n'ont pas d'audience pour prendre leur riff de guitare ou leur ligne mélodique et les mettre dans leurs morceaux et dans leurs singles. C'est absolument pas ce que je défends. Là où je veux en venir, c'est que compte tenu de la simplification des musiques actuelles et de la simplification factuelle et mesurable de ce qui passe à la radio, combinée à l'aspect mimétique qui est inhérent à la création musicale, et combiné enfin aux millions de titres qui sont accessibles instantanément en ligne en un clic, on va peut-être se retrouver dans une situation où il est impossible en fait de ne pas plagier quelque chose qui existe déjà. Alors je tiens évidemment à vous encourager à créer et à pratiquer des disciplines artistiques. Je suis pas en train d'essayer de vous décourager, mais je pense qu'il faut regarder les choses en face à un certain degré, et ce sans le moindre cynisme, sans vouloir manipuler les gens, mentir, etc. On va tous, nous créateurs, se trouver à un certain degré sur une échelle de la copie. Merci pour votre attention et merci pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça a alimenté une réflexion constructive et que ça vous a motivé à continuer à créer quoi qu'il advienne. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.